Alors bonjour et bienvenue à cette troisième capsule sur le chapitre 1. Donc la capsule qui suit va porter sur des notions par rapport à la polarité des liens et des molécules, puis les interactions intermoléculaires. Donc c'est quand même des notions qui sont importantes pour le cours de chimie organique. Parce que on va voir vraiment différents types de molécules, puis leurs propriétés physiques et chimiques peuvent être influencées par leurs interactions intermoléculaires. Alors, juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que la polarité des liens, dans le tableau périodique, vous avez des valeurs d'électronégativité. L'électronégativité, c'est la tendance qu'un élément a à tirer sur les électrons lorsqu'il est dans un lien avec un autre atome. Donc, plus la valeur est élevée, plus ça tire sur les électrons. Donc, généralement, quand on regarde le tableau périodique, qui est à gauche, donc les halogènes sont les plus hautes valeurs, tandis que de l'autre côté, à droite, complètement, le contraire. Donc, à droite, côté des halogènes, c'est le plus haut. À gauche, côté des métaux, c'est le plus bas. Donc, le fluor, c'est le plus élevé. Donc, plus on est vers le haut dans le tableau périodique, de façon générale, plus c'est élevé comme valeur d'électronégativité. Moi, je ne vous demanderai pas d'apprendre ça par cœur, je vais toujours vous fournir généralement un tableau périodique avec les valeurs d'électronégativité pour pouvoir savoir c'est quoi la valeur exacte, pour pouvoir faire vos calculs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde un lien, on va regarder la différence entre deux atomes. Donc, on va faire la différence, donc la soustraction entre les électronégativités des deux éléments qui se trouvent à faire un lien. Donc, si j'ai deux fois le même élément, comme deux hydrogènes ensemble, à ce moment-là, la différence d'électronégativité est de zéro. On appelle une liaison covalente non polaire, et même ici, quand c'est zéro, c'est idéal. Okay? Donc, ça veut dire que c'est parfait comme partage. Tandis que lorsqu'on a une différence d'électronégativité qui n'est pas de zéro, qui est pas mal plus élevée, à ce moment-là, on va parler de liaison covalente polaire. La différence entre les deux, c'est que lorsqu'on a une liaison qui est bien partagée, c'est que lorsqu'on a une différence d'électronégativité qui est de moins de 0,35. Donc, dans le cas qui est ici, si votre différence d'électronégativité est plus grande que 0,35, à ce moment-là, on parle d'une liaison covalente polaire. Si elle est de 0,35 ou moins, à ce moment-là, on parle d'une liaison covalente non polaire. Qu'est-ce que ça a comme influence? C'est qu'une liaison covalente polaire, c'est qu'il va y avoir vraiment les électrons vont être dirigés plus d'un côté que de l'autre du lien. Donc vers l'élément le plus électronégatif. Donc dans le cas qui est ici, le fluor est beaucoup plus électronégatif. Donc c'est lui qui tire sur les électrons. Si les électrons sont négatifs, on va avoir des charges partielles. Donc le delta, comme ça ici, c'est pour dire des charges partielles. Donc on a une charge partielle positive autour de l'hydrogène parce qu'il manque d'électrons, donc de charge négative pour contrer les protons, tandis que le fluor va avoir un surplus d'électrons de façon générale, parce qu'ils vont vouloir aller plus de ce côté-là, et donc il va avoir une charge partielle négative. On peut aussi l'illustrer avec quelque chose que vous avez vu en mathématiques, les vecteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir de temps en temps, les vecteurs pour montrer de quel côté est dirigé les électrons dans une molécule ou dans un lien. Donc, dans le cas qui est ici pour un lien, on voit qu'on pointe vers l'élément le plus électronégatif. Donc, ici, vous avez la description. Donc, delta, charge partielle, et la direction de la flèche qui montre la direction des électrons. Si jamais je continue à augmenter la différence d'électronégativité, donc plus que 0,35, à ce moment-là, lorsque j'arrive autour de 1,7. Donc 0,35, c'est super important, c'est vraiment une valeur qui est très définie. Quand on parle de 1,7, ça c'est la différence entre liaison covalente, polaire, et liaison ionique, donc des ions. Mais c'est pas aussi décisif comme valeur. Donc, ça veut dire que 1,7, c'est pas vraiment nécessairement parce qu'on est à 1,75 que là, c'est tout ionique. Il y a un petit peu de jeu dans cette zone-là, contrairement à celle pour la différence entre liaison covalente non polaire et polaire, avec 0,35 qui est vraiment très bien définie. Donc, autour de 1,7, généralement,
c'est souvent parce qu'on a un métal avec un non-métal, c'est là qu'on va parler d'ionique de façon générale. Un lien super important qu'on va voir fréquemment dans le cadre du cours et que j'ai déjà parlé un petit peu, c'est le lien entre un carbone et un hydrogène. Donc ce lien-là, la particularité qu'il a, c'est que au fond, lorsqu'on regarde la différence d'électronégativité entre les deux, ben, la différence est de exactement 0,35 comme électronégativité. Donc, différence de 0,35. Si vous regardez un tableau périodique euh, qui a moins de chiffres négatifs, donc qui s'arrête à un chiffre, on va parler souvent de 0,4 plutôt que 0,35 pour la définition entre non polaire et polaire. Pourquoi? Parce qu'on veut que le lien CH, donc entre un carbone et un hydrogène, ce soit un lien non polaire. Ça va nous sauver beaucoup de problèmes plus tard parce que lorsqu'on va regarder de grosses molécules où il y a plein de liens CH, on aura juste à ne pas les considérer pour savoir si la molécule est polaire ou non polaire parce que ces liens-là sont non polaires, donc on n'a pas à s'en faire. Il n'y a pas de vecteur lié à ce type de lien-là. Donc je vais revenir euh, à la présentation. Donc on a parlé de la polarité des liens. Qu'est-ce que ça va avoir comme influence? C'est que quand je regarde la polarité, souvent, quand il y a juste un lien, ça va, mais des molécules, il n'y a pas juste un lien, hein, il y a plusieurs liens possibles. Donc, quand on va regarder une molécule, il faut regarder vraiment la somme de toutes les liaisons polaires, donc de tous les vecteurs qu'on retrouve dans la molécule. Donc, si on additionne tous les vecteurs des liens polaires et que la somme est nulle, à ce moment-là, la molécule, elle est non polaire. Ça arrive souvent lorsqu'il n'y a justement pas de lien polaire, la somme est automatiquement nulle. Par contre, si la somme est non nulle, ça veut dire que quelque chose existe. Okay? C'est pas zéro, il y a un vecteur résultant. C'est ce qu'on appelle aussi un moment dipolaire. À ce moment-là, la molécule, elle est polaire. Si on regarde le CH4, le CH4, je vous en ai parlé un petit peu lorsqu'on a regardé la capsule 2 avec la 3D. Donc, si je dessine les molécules, je dois les dessiner en 3D parce que ça doit avoir les bons angles pour lorsque je vais additionner les différents vecteurs. Très important d'avoir les angles corrects parce que sinon, additionner les vecteurs sans les bons angles, ça nous donne des mauvais résultats. Mais si je regarde CH4, est-ce qu'il y a des vecteurs sur les liens CH? La réponse est non. Puisqu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vecteur pour tous les liens qui sont là, la somme, elle est directement de 0. Okay? Donc, il n'y a aucun vecteur parce que les liens CH ont une différence d'électronégativité de 0,35. Donc, la molécule, elle est non polaire parce qu'il n'y a pas de lien polaire. Donc, il faut au moins avoir un lien polaire pour que la molécule soit polaire. Il n'y en a pas, la molécule, elle est directement non polaire. Je regarde maintenant avec une molécule où je remplace un des hydrogènes par un chlore. Donc CH3Cl. Le chlore, je l'ai placé à un des endroits. Vous pourriez dessiner la molécule avec le chlore à un des autres endroits. Ça n'a aucune importance, vous l'avez mis, parce que toutes les positions autour du carbone sont toutes à des endroits qui sont identiques là, les uns par rapport aux autres. Sauf que là, qu'est-ce que je vois, c'est que j'ai un vecteur. Et quand je fais la somme de un vecteur, ben, ça me donne le vecteur, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut l'annuler. Donc à ce moment-là, la molécule, elle est polaire. Si on regarde la différence d'électronégativité entre le carbone et le chlore, c'est de 0,61. Donc on est au-dessus de 0,35. C'est pour ça que c'est un lien qui est polaire. Donc, il y a un vecteur lié à ce lien-là. Et il ne s'annule pas avec rien. Donc, la molécule, elle est polaire. Maintenant, je fais le même raisonnement pour CH2Cl2. Donc, encore une fois, j'ai changé un hydrogène pour un non chlore. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai, c'est que j'ai deux chlores et deux hydrogènes. Donc là, je commence à avoir un deuxième vecteur qui peut commencer à annuler le premier. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le deuxième vecteur, il n'annule pas complètement le vecteur qui est en haut. Donc, si je regarde, on a un vecteur qui est complètement dirigé vers le haut, tandis que celui-là, il est dirigé un petit peu plus vers la droite, mais vers le bas, ok, en angle. Pour que ça annule celui d'en haut, il faudrait qu'il soit directement placé complètement vers le bas, ce
qui n'est pas le cas. Donc la somme, elle n'est pas nulle. Donc il y a une résultante. Donc la réaction, la molécule, elle est polaire. Si maintenant je passe à un troisième chlore, donc CHCl3, ce que je vais remarquer, c'est encore une fois, lorsque je fais la somme des différents vecteurs, puisqu'il y a un des liens qui est encore avec aucun vecteur, ben, c'est ce côté-là qui va causer un problème. Parce que si on regarde, les vecteurs qui sont ici, il y en a un qui va vers nous, un qui va sur ce côté-ci, et un qui va vers le haut. Celui qui est vers nous, il n'y a rien qui l'annule, ou la portion qui va vers nous, il n'y a rien qui va vers l'arrière. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque je fais la somme de ces vecteurs-là, c'est un petit peu plus difficile des fois à voir, mais il va y avoir une résultante vers nous qui est obtenue. Donc, la somme, elle est non nulle. Moi, je ne vous demanderai pas de dessiner la résultante nécessairement, mais il faut être capable de savoir être capable de remarquer quand une molécule est polaire. Et finalement, l'autre possibilité, c'est d'avoir juste des chlores autour du carbone. Okay? Donc, comme exemple, si à ce moment-là, j'ai juste des chlores, ce qui arrive, c'est que toutes les chlores sont distribuées de façon toute égale autour du carbone, fait en sorte que tous les vecteurs ont tous les mêmes angles, et ça finit par, lorsque je fais la somme de tout ça, OK? Donc le vecteur qui est en arrière, le vecteur qui est en avant, si je les additionne, ça me donne un vecteur dans le centre, entre les deux, qui est dans le plan. Si j'additionne ce vecteur-là avec celui du chlore du côté droit, ça me donne un vecteur qui va être dirigé vers le bas, parce que les deux vont s'annuler pour à droite et à gauche, mais vont s'additionner pour la portion vers le bas. Mais si je prends la nouvelle flèche que je viens d'additionner avec celle qui reste, qui est vers le haut, je me rends compte que ça s'annule. Donc ici, ça s'annule complètement. La façon de le voir facilement, c'est que si vous voyez qu'il y a de la symétrie dans la molécule, que tout est pareil de chaque côté, pour la polarité à ce moment-là, généralement, ça écrit des molécules qui sont non polaires, même s'il y a des liens polaires dans cette molécule-là. C'est beaucoup plus rare de voir ça en chimie organique parce qu'on va voir des molécules beaucoup plus complexes qui fait en sorte que, justement, c'est rare qu'on va avoir quelque chose qui va être partout pareil de chaque côté avec une symétrie dans les molécules. Une fois que vous êtes capable de savoir si une molécule est polaire ou non polaire, ce qui est décisif, c'est que là, on va pouvoir appliquer ça sur les forces intermoléculaires. Donc, savoir si une molécule est polaire, ça va faire en sorte que cette molécule-là va pouvoir faire des forces intermoléculaires différentes de celles qui sont non polaires. Si vous vous rappelez un peu ce que vous avez vu en chimie générale, ça se peut que ça fasse longtemps que vous aviez fait ce cours-là, puis même en chimie des solutions, vous avez vu un petit peu les forces intermoléculaires puis leurs influences. Ben, nous, ce qu'on va utiliser, c'est pas mal les mêmes forces que vous avez vues. Donc, vous avez les ponts hydrogènes, vous avez les dipôles-dipôles, vous avez les dipôles induits, dipôles-dipôles induits, donc c'est appelé Debye. Ces forces-là, vous pouvez les laisser tomber. Okay? On ne l'utilisera pratiquement pas. Puis c'est au fond des forces qui ressemblent à ceux dipôle-dipôle, ceux qui sommes, mais juste modifiés, okay? Moins forts. Donc les Debye, c'est comme des qui sommes, mais dans des situations où il y a une des deux molécules qui n'est pas polaire. On va en reparler. Et finalement, vous avez les interactions dipôle induit, ou c'est appelé les interactions de London. Donc vous avez la force selon la force des interactions. Donc ici, l'interaction intermoléculaire la moins forte, c'est les London. Ça fait seulement entre des molécules qui sont non polaires ou polaires, mais les non polaires, c'est leur seule option. Okay? Dès que je monte à Debye ou qui sommes, là, on va laisser tomber nous Debye, on va regarder tout de suite qui sommes. Qui sommes, ça nous prend des molécules polaires. Donc, si votre molécule elle est non polaire, elle ne peut pas faire les qui sommes. Pour faire des Debye, il faut avoir une des deux molécules qui soit polaire, l'autre peut être non polaire. Mais là, ça arrive plus dans des mélanges, ce qu'on va voir moins fréquemment, là, mais vous en avez vu probablement un petit peu plus en chimie des solutions. Vous avez vu justement des mélanges des solutions. Et la plus forte, celle qui est la plus intéressante
pour nous dans plusieurs cas, c'est les ponts hydrogène, qu'on appelle aussi ponts H. Ces interactions-là fonctionnent entre deux molécules polaires que j'appelle spéciales. Je vais vous parler un petit peu de c'est quoi les deux conditions qu'ils doivent remplir. Okay? Donc, c'est des molécules qui doivent remplir les deux conditions ensemble. Donc, première force, la moins forte, c'est les London. Donc, je vais passer très très rapidement. Parce que, oui, c'est bien de se rappeler un petit peu c'est quoi, mais moi, je veux plus que vous sachiez, OK, c'est quoi les forces pour tel type de molécule, parce que ça va avoir une influence sur, c'est des forces qui sont moins présentes ou qui sont moins, justement, fortes. OK? Donc, qui tiennent moins les molécules ensemble. Les London, c'est celles qui sont les moins fortes de tous. Donc, ce qu'on va voir, c'est que si on prend, par exemple, des molécules non polaires, dans les molécules non polaires, les électrons sont distribués de façon égale tout autour du noyau. Mais ça se peut que les électrons, vu que ça se déplace librement, ils se promènent, ça se peut qu'à un moment donné, il y a plus d'électrons un petit peu plus à droite, à gauche. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant, il y a un petit surplus à un moment vraiment instantané. OK? Il y a un petit surplus d'électrons d'un côté. Ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de charge négative d'un côté que de l'autre. Si j'ai une autre molécule à côté, ce qui est pas mal le cas, généralement quand on prend quelque chose, généralement c'est plusieurs molécules l'un à côté des autres, ben l'autre va voir qu'est-ce qui se passe, et il va comprendre que, vu que maintenant il y a une charge partielle négative, il va faire va suivre la même représentation pour pouvoir avoir une charge partielle positive du côté de la charge partielle négative. Donc, ça va générer un dipôle qui va être induit du premier. Donc, le premier dipôle qui se crée de façon instantanée va générer les dipôles induits et ainsi de suite. Donc, il va y avoir une autre molécule à côté d'une autre et ainsi de suite qui vont faire toute la même chose. Donc, c'est cette interaction-là entre la charge partielle négative et la charge partielle positive des deux atomes voisins qui va créer la force de London. Par contre, si je prends une molécule plus grosse, c'est qu'il y a plus d'électrons. Hein, si je regarde, par exemple, si ici c'était deux hydrogènes, il y a juste un électron d'un hydrogène, un électron de l'autre. Si je prends des chlores, Cl2, à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'électrons parce que le chlore a un nombre beaucoup plus grand en termes, pas juste d'électrons de valence, mais d'électrons au complet. Okay? Donc, lorsque les électrons vont se déplacer librement, parce qu'ils ont droit ils se promènent autour du noyau, ça se peut qu'il y ait beaucoup plus d'électrons qui se retrouvent d'un côté, ce qui crée ici, même si j'ai mis la charge comme la même grosseur, là, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez essayer d'écrire une charge partielle négative beaucoup plus grande, une charge partielle positive beaucoup plus grande sur les deux côtés, parce que vous avez plus de déplacement d'électrons qui se font de chaque côté. Donc, cette force-là, ici en bas, c'est une force qui est beaucoup plus contient plus d'électrons au total. Donc, ça fait des charges partielles négatives, mais plus élevées que celles qu'on avait en haut. Donc, c'est beaucoup plus fort comme interaction intermoléculaire. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez noter ici, c'est que plus les atomes ou molécules sont gros, plus ils sont ce qu'on appelle polarisables. Polarisables, ça veut dire qu'il y a plus d'électrons qui peuvent être déplacés. Donc, à ce moment-là, le dipôle induit est plus grand, ce qui génère une plus grande force intermoléculaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez noter une plus grande force intermoléculaire, plus l'atome est gros. Et ça va être bon pour London et Keystone. Okay? Donc, je vous présente ici pour London. Et je vous montre même un exemple de tout ça avec des molécules qui sont ici des atomes, en réalité. C'est des gaz rares. Et les gaz rares ne font pas vraiment de lien, sauf dans des cas très rares. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'hélium. C'est non polaire, c'est sûr, parce que c'est juste un atome. Ça n'a pas de lien avec rien d'autre. Même chose pour tous les gaz rares qui sont là, c'est tout non polaire. Mais qu'est-ce qui change, c'est que si je regarde la température d'ébullition, donc la température d'ébullition, c'est le passage de liquide à gazeux.
Et la valeur qui est là nous montre que ça ne demande pas beaucoup d'énergie, parce qu'à moins 269, déjà c'est rendu gazeux, ok, l'hélium. Mais si la valeur qui est ici est plus grande, donc si la température d'ébullition est plus grande, c'est que ça demande plus de force pour séparer les molécules. Donc, quand je passe de moins 269 à moins 246, on voit que ça commence à augmenter, ça veut dire que ça prend plus de force. Mais pourquoi? Ben, ça reste des London. Mais si on regarde le néon, il est plus gros, il y a plus d'électrons. Hein? On passe de 2 électrons pour l'hélium à 10 électrons pour le néon. Donc, dans le tableau périodique, la valeur, le Z, votre numéro atomique, vous indique combien il y a d'électrons au total. Donc, généralement, c'est pas mal lié à la grosseur de votre atome. Et ainsi de suite, lorsque je regarde l'argon, encore plus gros, pas mal plus d'énergie demandée. Krypton, même chose. Xénon, même chose. Et donc, plus on a des gros atomes, grosses molécules, plus ça va demander d'énergie pour justement les séparer, température d'ébullition plus élevée. On va voir ça la même chose pour température de fusion, donc passer de solide à liquide, comme pour la température d'ébullition. Je regarde maintenant des forces de Keesom, donc dipôle-dipôle. Ce qui est particulier avec eux, c'est qu'ils ont déjà une charge partielle positive et une charge partielle négative qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le générer par le déplacement des électrons. Les électrons sont déjà déplacés plus d'un côté que l'autre. Donc, si mettons que c'est un hydrogène puis un chlore ou un fluor, ben j'ai déjà une charge partielle négative du côté de l'atome le plus électronégatif. Ça veut dire que les autres molécules vont se placer de façon à ce que le delta plus puis le delta moins des molécules voisines se voient, puis ça crée justement la force intermoléculaire entre les deux, qui est la force de Keesom. Et comme pour la force qu'on vient de voir de London, Keesom aussi, plus la molécule est grosse, plus l'interaction est forte. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus d'électrons qui vont se déplacer dans la molécule avec des charges partielles plus élevées. Donc, ça, c'est les forces qui existent pour les forces de Keesom. Si je regarde ici, tantôt j'avais l'argon, qui a à peu près la même grosseur que le HCl, mais ce qu'on voit, c'est que la température de liquéfaction est pas mal plus élevée pour le HCl que l'argon. Pourquoi? Parce que l'argon, c'est une molécule qui est non polaire. Ça, c'est juste un atome. Mais le HCl, lui, c'est une molécule qui est polaire. Les électrons sont beaucoup plus attirés par le chlore, donc on a une température qui est beaucoup plus élevée. Ça demande pas mal plus d'énergie envoyée ici. Ça, c'est l'énergie en kilojoules par mol qui est demandée pour justement briser les interactions intermoléculaires qu'on a pour pouvoir passer d'un état physique à un autre. Donc, même chose pour le HBr. Ici, c'est une autre molécule polaire. Okay? Donc, vous voyez, HCl, HBr et HI, c'est 3 molécules polaires. Donc, ils font toutes des interactions qui sont. C'est quoi la différence? C'est que Cl, c'est un atome plus petit que Br, qui est un atome plus petit que l'Ia. Donc, ici, la molécule HCl est plus petite que HBr, qui est plus petite que HI. Donc, je suis en train d'augmenter en grosseur. Comme je dis, plus la molécule est grosse, plus l'interaction est forte. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça l'augmente en force, ça veut dire que ça va demander plus de température pour briser cette interaction-là lorsqu'on change de solide à liquide. Finalement, dernière force qu'on va s'intéresser, comme j'ai dit, Debye, c'est pas mal comme Keesom, mais c'est moins fort. Fait que ça ne nous intéresse pas vraiment tant que ça, là. Ça va pas revenir vraiment. Donc, la force la plus forte, l'interaction la plus forte intermoléculaire, c'est l'interaction qu'on appelle pont hydrogène, qui est à la base même du vivant. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir faire une liaison hydrogène, un pont H? C'est qu'on a besoin de deux conditions. Il faut que les deux molécules ensemble, dont l'interaction intermoléculaire, doivent remplir les deux conditions ensemble. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
faut qu'il y ait une molécule qui remplisse par exemple la condition 1, puis l'autre remplisse la condition 2. Évidemment, si vous regardez 2 fois la même molécule, il faut que la molécule remplisse les 2 conditions. Hein? Si par exemple vous regardez, est-ce que l'eau peut faire des ponts H avec une autre molécule d'eau? Vous allez regarder, ok, est-ce que l'eau remplit les 2 conditions? Si par contre vous êtes dans un mélange où vous avez une molécule d'éthanol, CH3, CH2, OH, puis de l'eau, vous allez pouvoir regarder est-ce que l'éthanol remplit une des conditions, puis est-ce que l'eau remplit l'autre condition. Évidemment, si les deux remplissent les 2 conditions, c'est encore meilleur. Mais vous avez juste besoin de remplir les 2 conditions avec les 2 molécules qui vont interagir ensemble. Ils ne se lient pas, hein, ils interagissent. Donc, c'est quand même une petite différence. Donc, première condition, c'est d'avoir au moins un hydrogène qui est lié à un atome d'oxygène, d'azote ou de fluor. Donc, un de ces trois-là. Pourquoi? Parce que ce sont les atomes les plus électronégatifs dans le tableau périodique. La condition 2, c'est d'avoir au moins un doublet libre sur un atome d'oxygène, d'azote ou de fluor. Ça va être ce doublet-là. Si vous en avez plus qu'un, c'est encore mieux. Même chose pour les hydrogènes. Si vous en avez plus qu'un, c'est encore mieux qui sont liés sur ces atomes-là. Mais pourquoi un doublet libre? C'est parce qu'il faut au moins un doublet pour pouvoir faire l'interaction. L'interaction va se faire entre le doublet libre et l'hydrogène qui est lié avec ces atomes-là. Ça peut pas être... Généralement, c'est pas mal toujours entre 2 molécules. C'est très très rare que c'est dans la même molécule, sauf dans des cas vraiment très très particuliers où on va avoir des interactions qui vont se faire comme à cause que la molécule se replie un peu sur elle-même. Mais généralement, un lien dans une molécule entre un O et un H, ce lien-là covalent, c'est pas un pont H. Donc ça à faire attention. Les liens covalents ne sont pas des ponts hydrogènes. Pour avoir un pont hydrogène, il faut vraiment avoir 2 molécules différentes. Donc, par exemple, la molécule d'eau qui est ici et la molécule d'eau qui est là. Il y a un pont hydrogène entre le doublet libre, parce qu'il y a un doublet libre, au moins un doublet libre sur un oxygène, et on a au moins un hydrogène qui est lié à un oxygène. Donc, on remplit la première condition, puis la deuxième condition à l'aide des 2 molécules. Donc, c'est pour ça qu'il y a une interaction pont-hydrogène qui existe. Si je prends maintenant le CH3, CH2, OH que je vous ai parlé tantôt, l'éthanol, donc l'alcool qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées, et qu'on regarde la molécule d'eau, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien OH, puis il y a même des doublets libres ici sur l'oxygène. Donc je remplis les 2 conditions avec le CH3, CH2, OH, puis avec l'eau, la même chose, je remplis les 2 conditions. C'est sûr qu'ils vont pouvoir faire une interaction, puisque j'ai juste besoin qu'un remplisse une des conditions, puis l'autre une des autres conditions. C'est-à-dire que si une molécule peut faire plus qu'une interaction, on va pouvoir le faire. Vous voyez ici, je prends la même molécule d'eau, je peux utiliser le H d'un côté, qui est lié avec l'oxygène, mais je peux utiliser les doublets libres pour faire une autre interaction d'un autre côté. Pourquoi cette interaction-là est vraiment très très intéressante? C'est que si on regarde ici le graphique qui est présenté là, ce que vous avez, c'est que vous avez le CH4, le SiH4 et ainsi de suite. Donc ça, c'est le groupe 4. Cette valeur-là pour le CH4, c'est qu'il y a un point d'ébullition d'à peu près moins 160 peut-être, autour de ça. Donc c'est pas mal pour ça qu'on le retrouve sous forme gazeuse à la température pièce, ok, le méthane. C'est un gaz. Et ça suit la liste de ce qu'on a vu par rapport à London. Hein, London, ça l'augmente selon la grosseur. C'est-à-dire que CH4, c'est le plus petit ici, dans ce groupe-là. Le SiH4 est un petit peu plus gros, c'est pour ça qu'il y a une température d'ébullition plus élevée. Et ainsi de suite, si on regarde les éléments de même groupe que le carbone. Si je regarde les mêmes choses, mais avec les autres groupes, soit le groupe 5, 6 et 7, qu'est-ce que je vois? C'est que dans le groupe, par exemple, pour l'oxygène, le 6, le H2S, pas mal plus gros que l'eau. Okay? C'est une molécule polaire, ça veut dire qu'il fait des Keystone et il fait des London. Vu qu'il est plus gros, il doit faire plus de Keystone et plus de London que la molécule d'eau. Ça veut dire que sans la force intermoléculaire de pont hydrogène, l'eau devrait être située un petit peu plus bas, soit peut-être autour de moins 70, moins 80,
pour le point d'ébullition. Si c'était le cas, on n'aurait pas d'eau liquide à température normale de 25 degrés. Ça serait déjà gazeux à moins 60. OK? C'est le fait d'avoir les ponts hydrogène qu'on a tout de suite un saut immédiat très très grand qui ne suit pas le reste des groupes, par exemple le groupe 4, de la tendance d'avoir, plus on a un gros atome, plus c'est fort comme interaction. Pourquoi? Parce que l'interaction point hydrogène, il se fait seulement pour des molécules qui ont un O, un N ou un F avec un hydrogène. Ça veut dire que H2O, HF, NH3, ce sont des molécules qui peuvent faire des points hydrogène avec eux-mêmes, ça veut dire avec une autre molécule pareille. Et ça fait en sorte qu'ils ont des températures d'ébullition beaucoup plus élevées que qu'est-ce qu'on s'attendrait normalement sans cette force-là. Et ça fait en sorte que l'eau a une température d'ébullition de 100 et non pas de moins 60. Okay? Qui est vraiment très très important pour justement trouver de la vie sur la Terre. Une autre chose qui fait des points hydrogène, l'ADN. Hein, le fait d'avoir le brin qui est en hélice. Qu'est-ce qui tient les hélices ensemble, les deux brins d'hélice, c'est les ponts hydrogène qui sont faits entre les acides, entre les différentes portions des deux brins. Donc, c'est très, très important comme type de force. Et c'est pour ça que souvent, on va essayer de voir si cette force-là est possible entre deux molécules. De façon plus générale, quand on regarde les interactions intermoléculaires, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est qu'on veut savoir s'ils sont présentes, s'ils sont fortes. Plus elles sont présentes, justement, plus elles sont fortes, plus ça va être difficile de les briser. Ça veut dire que ça va avoir un impact sur les températures, ébullition et fusion. Donc, si j'ai une grande force d'ébullition, ça va demander plus de température. Si j'ai une grande force intermoléculaire qui retient les molécules ensemble, ça va demander plus de température pour briser cette interaction-là entre les différentes molécules. C'est très important quand vous faites bouillir quelque chose, c'est que vous séparez les molécules les unes des autres. Vous n'êtes pas en train de séparer les éléments qui se retrouvent à être liés dans la molécule. Une autre chose qui va être va prendre les forces intermoléculaires et qu'on doit les noter, c'est la solubilité. Donc la solubilité d'une molécule a un impact très, très important par rapport à la type de molécule qu'on a. C'est une molécule polaire ou une molécule non polaire. Si on regarde des molécules qui sont polaires, vont être solubles dans les solvants polaires, tels que l'eau. L'eau, c'est un solvant très, très polaire. Tandis que les molécules non polaires vont être solubles dans des solvants non polaires, comme l'huile. Donc, généralement, les molécules organiques doivent être vraiment très, 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 très polaires pour être solubles dans l'eau. Sinon, ils vont être généralement pas très, très solubles dans l'eau. Et ils vont préférer aller dans des solvants qu'on appelle les solvants organiques. Donc, des solvants qui sont légèrement polaires, mais qui ressemblent plus à de l'huile. Alors, pour terminer, la capsule, donc récapitulatif sur les forces intermoléculaires et la polarité, vous avez 3 molécules qui sont assez simples. Je veux juste que vous soyez capable de me dire c'est quoi que vous avez comme type d'interaction dans ces molécules-là, puis c'est comment vous pourriez les placer en ordre croissant de point d'ébullition. Donc, la point d'ébullition la plus petite à la plus élevée. Donc, je vous laisse un petit peu de temps, puis après ça, je vais vous donner la réponse. Donc, mettez-la à pause, la vidéo, puis revenez, parce que je vais vous expliquer, donner la réponse pour la suite. Alors, pour pouvoir répondre à cette question-là, vous devez d'abord savoir si les molécules qui sont là sont polaires ou non polaires. Pour pouvoir faire ce choix-là, il faut regarder les liens. Mais il faut regarder aussi les molécules dans sa 3 dimensions. J'ai dessiné ici les structures de Lewis. Donc, si vous n'avez pas fait attention, vous avez peut-être décidé que juste de dessiner plutôt les vecteurs de polarité directement sur les structures de Lewis, c'était suffisant. Ce n'est pas le cas. Parce que si vous dessinez les vecteurs là-dessus, vous n'avez pas les bons angles pour faire l'addition. Donc, il faut dessiner en 3D. Ce que vous pouvez faire, c'est plutôt que dessiner la 3D complète,
peux utiliser, par exemple, des dessins en stylisé, parce que ça représente quand même la 3D. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la première molécule, j'ai dessiné ici le CH3, CH2, CH3. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a juste des liens C puis des liens H. Donc, c'est une molécule qui va être non polaire. Donc ça, c'est une molécule non polaire. Qu'est-ce qu'on a? C'est que lorsque on regarde des molécules non polaires, la seule possibilité de type d'interaction qu'on a pour une molécule non polaire, c'est seulement des London. Donc, puisque peuvent seulement faire des dipôles induits ou appelés London, vous avez le point d'ébullition le plus bas pour cette température, pour cette molécule-là. Ensuite, si vous regardez la prochaine, comme j'ai dit, si vous regardez juste le lien, les liens, évidemment, ici on a des liens CH, on sait que c'est non polaire, fait que ça n'a pas d'importance. Mais les liens CO, eux, sont polarisés. Il y a une différence d'électronégativité. Si je dessine le vecteur vers l'oxygène, je dessine l'autre vecteur vers l'oxygène, j'aurais l'impression que ça s'annule quand je le dessine comme ça. Parce que ça a l'air d'être linéaire. Mais ça, c'est juste Lewis. La structure de Lewis, c'est pas la bonne représentation. En réalité, en 3D, c'est plus un angle qu'on a vers l'oxygène. Je n'ai pas mis les doublets libres, mais ils sont ici vers le haut. Fait que, ce qu'on a, c'est que les deux vecteurs, okay, donc les flèches que j'ai mis là, c'est pour des vecteurs, même si des flèches qui existent aussi pour faire des réactions. Ces flèches-là nous montrent la direction et on voit que ça ne s'annule pas complètement parce que ça s'additionne vers le haut. Donc on a une résultante. Donc c'est pas nul. Donc cette molécule-là, elle est polaire. Même chose pour la dernière. Les vecteurs, lorsqu'on regarde la structure de Lewis, a l'air de s'annuler entre le C et le O et le O et le H, mais ça s'annule pas en réalité lorsqu'on regarde la 3 dimensions de la molécule. Donc ça, c'est une molécule qui est polaire. Maintenant, il y a une autre question qu'on doit se demander lorsque des molécules sont polaires. Je reviens à la présentation ici. Est-ce que cette molécule-ci, qui est polaire, peut remplir la condition par rapport au pont d'hydrogène? Les deux conditions. Est-ce qu'il y a un H qui est lié à un oxygène, un azote ou un fluor? La réponse ici, c'est non. Tous les hydrogènes sont liés sur des carbones. Il n'y en a aucun sur l'oxygène. Donc déjà, je ne peux pas remplir la première condition. Ça veut dire que même si je prends 2 fois cette molécule-là, ils ne peuvent pas remplir la condition ni l'un ni l'autre. Donc, ça ne peut pas faire des ponts hydrogène. Donc, cette molécule-ci, elle est polaire. Oups. Elle est polaire, mais peut seulement faire que Keysome, Debye et London. Donc la plus forte qu'elle peut faire, c'est Keysome. Je regarde l'autre, la dernière ici. Vu qu'il y a un lien OH, j'ai la première condition qui est remplie parce qu'il y a un H sur l'oxygène. J'ai 2 doublets libres sur l'oxygène. Donc lorsque je vais mettre 2 molécules pareilles ensemble, ils vont pouvoir remplir la condition 1 et condition 2, donc faire une interaction point hydrogène. Donc à ce moment-là, pour la dernière molécule, j'ai des liaisons hydrogène, Keysome, Debye et London qui est possible. Donc, c'est le point d'ébullition le plus élevé pour les 3 molécules qui est ici. Donc, celui-là, c'est le plus élevé. Donc, le plus bas, c'est lui, suivi de celui-ci, qui est l'éther, et celui-ci, qui est l'éthanol. Donc, ça complète le chapitre 1 de la révision par rapport à toutes les notions que vous avez vues en chimie générale, chimie des solutions. On passe très très peu de temps là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont des notions que vous devriez être capable d'utiliser à partir de maintenant, quand même assez facilement. Donc c'est vraiment juste pour vous remettre dans la compréhension de ces notions-là. Si vous avez de la difficulté, ça va être important de travailler là-dessus le plus vite possible. De venir me voir, poser des questions lorsque possible. Et c'est pas de faire beaucoup d'exercices pour juste vous être capable de voir si toutes ces notions-là, vous avez bien compris, vous avez bien assimilé pour la suite. Pourquoi? Parce que la suite se bâtit sur la fondation de ce que vous avez déjà. Donc, quand on va commencer le prochain chapitre, chapitre 2, et les chapitres subséquents, ils vont toujours être bâtis sur les chapitres précédents. Ça veut dire que pour comprendre le chapitre 3 comme il faut avoir bien compris le chapitre 2.
pour bien comprendre le chapitre 4, il faut bien avoir compris le chapitre 3, le chapitre 2, et ainsi de suite. Ok, donc c'est vraiment comme une pyramide qu'on essaie de bâtir. Si vous avez peu de notions en bas, que vous comprenez bien, vous ne serez pas capable de comprendre beaucoup de notions dans les autres chapitres. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne base. Le chapitre 1 est très très important, même si pour plusieurs, ça va peut-être être facile pour l'instant. Je veux que ça soit bien compris. Donc, faites attention à comment dessiner les molécules, les dessiner en 3D, euh, puis c'est polaire, non polaire avec les interactions intermoléculaires, comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment les notions les plus importantes. Alors là-dessus, je vous laisse faire des exercices, puis par la suite, vous pourrez regarder les capsules pour le chapitre 2 qui vont être présents bientôt.